Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTune TV. Et aujourd'hui, je viens devant vous, donc ça fait déjà pas mal de temps, donc j'espère que tout le monde se porte super bien en cette période estivale avec tout ce qui se passe. J'espère que vous maintenez le cap, que vous êtes en forme et que tout se passe bien. Et ici, on va présenter notre rapport VAM. Rappelez-vous que chaque trimestre, on fait les Global Blockchain Research et ensuite, on suit avec les VAM Repo, donc c'est des Virtual Autonomous Asset Management. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je viens du monde du asset management et des brokers et tout le tralala, donc là je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Et ici, depuis que j'ai quitté cela, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses en mieux qui pouvaient être faites. Donc là, au lieu de remonter moi-même un autre fonds, etc., je me suis dit, pourquoi pas vendre, on va dire, entre parenthèses, commercialiser, apporter un service de génération d'idées. Et là, ça va permettre aux clients de pouvoir, s'éduquer, s'informer et de voir, d'avoir une marche à suivre, d'avoir un système. Donc de voir exactement comment on fait, on va dire, au niveau professionnel pour sélectionner pas mal de choses, mettre sur pied un portefeuille et aller de l'avant. Donc d'un autre côté, vous êtes au contrôle de vos fonds et vous avez aussi accès à des opportunités et voir comment on le fait. Rappelez-vous que la clé dans le monde des investissements, c'est ne pas acheter n'importe où. Donc là, on peut tous les deux être dans le même actif. Donc là, un exemple, l'actif fait ceci. On est dans le même actif, on va dire que c'est Apple, par exemple. OK. Vous êtes rentré là et vous êtes mangé toute cette baisse. Et moi, je suis rentré là. Et là, maintenant, on est remonté aussi. Donc là, vous allez me dire, moi, je suis flat, j'ai fait 0% et je suis en négatif parce que j'ai perdu mes frais de commission. Je me suis mangé tout cela. Et moi, je suis là, j'ai peut-être fait du 2 ou du 300% parce que je suis rentré à un point bas. Donc là, maintenant, ce sont ces choses-là qui sont super clés. Il faut savoir comment détecter cela, comment avoir la patience et comment mettre sur pied une stratégie, un money management et risk management afin de nous permettre de tirer avantage de tout cela. Donc là, il y a des opportunités tout le temps dans les marchés, mais le problème, c'est le modus operandi du particulier. Donc ici, on va présenter notre troisième rapport VAM de l'année qui va être publié courant du mois d'août. Et on va revenir sur quelque chose, on va dire, regarder la performance d'une de nos idées. Donc rappelez-vous, chaque VAM est traité comme un fonds indépendant. Donc l'année dernière, on a fait le Cashless Society 1, Cashless Society numéro 2. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait au niveau public, vu qu'avant ça, je faisais déjà cela en 2014-2015, mais ce n'était pas encore sous la forme du JCTune et ce n'était pas rendu public. Donc ces rapports sont là. Donc ces rapports, les rapports et ces actifs sont déjà sont dans le vert, donc les performances sont positives. Et pour l'année 2020, on a fait le premier rapport, donc infrastructure Bitcoin, donc là, au risque, donc là, venture, donc là, les compagnies qui sont en train de se lancer et qui participent à l'écosystème BTC. Et donc on va regarder les performances de ces compagnies-là. Donc là, nous, on en a présenté 8 au total, mais il y avait 12 compagnies, même plus, même 15. Et donc là, on a déjà des expositions, on va dire, ici au sein du JCTune, on a des expositions spécifiques sur 11 de ces compagnies. On va regarder, où on en est dans ce portefeuille, quelle est la performance donc du mois de janvier 2020, donc du 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui au 21 juillet. Donc on a clôturé, donc on en a pris un peu les performances pour voir ce qui se passait avant l'ouverture des marchés. Donc là, c'était à 7-8 heures du matin aujourd'hui, heure de Paris, et on va voir un peu notre performance semestrielle, on en est où et qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, est-ce que réellement on était dans le bon ou pas. Donc là, on va voir tout cela ici. Je dis bien, ce rapport n'est pas audité, donc là, ce sont nos chiffres que l'on a et comment dirais-je, on va mettre ça en avant pour voir, est-ce qu'on était dans le bon, oui ou non. Et tous ceux qui avaient acquis, qui ont fait l'acquisition, qui avaient souscrit à ce rapport, vont pouvoir l'attester, vont pouvoir le suivre parce que clairement, ils avaient toute l'idée, comment l'idée a été mise sur pied, la thèse d'investissement, le business model de ces compagnies et les stratégies, et on a vu exactement que ça a porté fruit. Voilà, je vous dis déjà que ça a porté fruit. Et donc là, on va mettre ça en revue et ça va rentrer et ça va être un support important qui va appuyer la thèse et la thèse que l'on met en avant, qui est la suivante. Mais il faut que le particulier s'éduque, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, qu'il y ait une manière de faire pour pouvoir être là et gagner constamment dans les marchés. Rappelez-vous aussi une question de continuité et que malheureusement aujourd'hui avec l'avènement d'Internet et tout ce qui se passe, il y a du tout et n'importe quoi et malheureusement le particulier perd toujours. Donc maintenant avec cette phase de coronavirus, revenons un peu sur des points clés et qu'est-ce qui se passe, comment se débrouillent les particuliers. On va prendre les États-Unis vu que c'est toujours ces marchés, enfin c'est le marché à dire le plus connu au monde et là on a beaucoup de données. Donc on peut voir exactement qui achète, on va dire les professionnels, les particuliers, ceux que sont en train de faire les particuliers, est-ce qu'ils sont en train de gagner ou pas, comment se comportent-ils et quel est leur comportement dans le marché et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils achètent. Donc on va faire ça très court, donc ce sera 3 slides de 2 à 3 paragraphes et ça va nous donner une bonne idée, on va dire, de l'environnement et surtout comment se débrouillent les particuliers. Et on verra, est-ce que nous, au JCTune, avec le service que l'on offre, est-ce que ce service a une raison d'être? Est-ce que ce service réellement peut apporter un plus? Et on va voir ça. Pourquoi? Parce qu'on tente d'aider le particulier à comprendre les choses et faire les choses correctement, donc le mettre sur les bons rails. Et d'un autre côté, lorsque le particulier ne sait pas ce qu'il est en train de faire et qu'il suit les tendances qui se passent sur crypto Twitter ou crypto YouTube, l'issue est toujours la même, elle est négative. Et on le fait toujours rapport après rapport et voyez que depuis là, ça n'a pas changé.
Donc, les pièges et les problèmes du particulier. Numéro 1. Les investisseurs particuliers représentent maintenant environ 20% de l'activité boursière en moyenne et près d'un quart des transactions les jours de pointe. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, nous rapporte Joe Messan, donc le chef de service d'exécution de Citadel Securities. Donc, c'est ce que vous voyez au New York Stock Exchange. Donc là, ce sont ces brokers-dealers qui font des affaires avec comment dirais-je, les banques d'investissement et les plateformes de trading, etc. Donc, ce sont eux qui sont là. Donc, les investisseurs particuliers ne représentaient que 10% des transactions du marché en 2019 et cette action a ensuite grimpé à 15% et ça c'est sur les maisons de courtage populaires, donc là des plateformes comme E-Trade, TD Ameritrade, Charles Schwab et rappelez-vous ces plateformes en plus d'offrir des actions, elles offrent des cryptos aussi. Donc il y a tous les deux côtés qui sont là. Ne pensez pas qu'on a laissé les cryptos de côté. Vu que beaucoup de personnes aux États-Unis n'ont pas accès à des plateformes comme Binance, bon maintenant il y a Binance US, mais d'autres plateformes ne peuvent pas desservir les clients nord-américains. Il n'y a que Gemini, mais Gemini, il faut un sacré pactole, ce sont des ordres de 250 000 $ minimum par crypto. Et on a Coinbase à notre côté. Et oui, que Coinbase sont en train, on va dire, d'alimenter la plateforme avec pas mal de paires de trading. On a Binance US, il y a Coinbase et d'autres plateformes, comment dirais-je, qui sont en train, comment dirais-je, de se mettre sur pied. Mais ce n'est pas aussi fourni que ce que nous, enfin, qu'en Asie, par exemple, en Australie et en Europe. Mais donc, on a ces plateformes de brokers traditionnels, ces brokers traditionnels qui offrent aussi des cryptos. Donc, c'est le cas de E-Trade, TD Ameritrade et Charles Schwab, qui ont annulé leurs frais de commission et abaissé la barrière d'entrée pour les traders occasionnels, donc les particuliers, donc les novices, comme dit M. Messan. Donc, là, aux États-Unis, il y a quelque chose de très important qui est fait, c'est que toutes ces plateformes envoient les données. Donc, ils vont dire on a autant de clients qui ont telle tranche d'âge, donc au niveau démographique, on a autant de personnes, lorsqu'on fait les KYC, on sait que c'est la première fois qu'ils ont opéré, etc. Et on a vu que maintenant, c'est en train d'augmenter de plus en plus. Et on voit exactement ce que ces personnes-là, donc ce que ces particuliers sont en train de trader. Donc, ensuite, on voit que le pourcentage est en hausse sur le dos de la volatilité liée au coronavirus, dit-il. L'annonce de politique sans précédent de la Réserve fédérale, le 23 mars, a mis un filet de sécurité pour les marchés à risque et provoqué un afflux d'investisseurs particuliers avides de profit. Donc ça veut dire quoi ce charabia? La Fed avec son injection de capitaux et c'est ce qu'on fait aussi toutes les banques centrales, ça a généré un support. Donc là on va se représenter cela. Donc le marché était haussier, on a atteint un pic haut en février 2020, ensuite la méga chute du mois de mars, l'intervention des banques centrales, ça a mis un filet de sécurité, donc c'est généré un support, et à partir de là, ça fait demi-tour. Et donc là, c'est là qu'on a vu un afflux de particuliers. Rappelez-vous aussi les packs de stimulus, l'argent, comment dirais-je, qui a été donné provenant des gouvernements, et tout cet argent est allé dans les marchés, et donc on a une hausse. Donc en gros, c'est un marché qui est artificiellement haussier, parce qu'on a la Fed qui a appuyé cela, et l'engouement de la réouverture. Donc là, c'est un point clé. Rappelez-vous qu'avant, la participation n'était pas top, provenant des particuliers, maintenant elle y est. Maintenant, qu'achètent-ils aussi? Ils achètent aussi des compagnies qui étaient bancales, qui ont fort chuté, et les compagnies qui sont super surévaluées comme Tesla et autres. Donc voilà, en gros, ce que l'on voit. Donc là, je vous fais vraiment un résumé parce que le document est long. Ici, on a pris vraiment les paragraphes les plus importants. Donc, c'est ce que l'on voit. Donc là, maintenant, les particuliers rentrent et ils sont en train de courir après les profits. Donc, eux aussi faire comme les pros de Wall Street. Donc, mais même si le rallye haussier, donc le mouvement haussier ralentit, ces traders novices deviennent une source de liquidité plus importante sur le marché, a ajouté M. Messan. Et ça, c'est très important, cela. Ça veut dire quoi, source de liquidité? Si moi, j'ai du Apple, que j'ai acheté Apple, disons, en 2009, lors de l'ancienne crise, Apple était super bas. OK? Et maintenant, on atteint 2020. Et j'ai besoin de vendre du Apple pour capitaliser et prendre toutes les plus-values que j'ai. Et à qui il faut que je vende? Donc là, il y a une vente naturelle qui peut se faire. Donc il y a toujours pas mal de fonds qui sont prêts à me racheter ou des market makers qui sont là, qui vont me le racheter, mon Prime Broker, mon Goldman Sachs, etc. Mais maintenant, les particuliers, eux qui rentrent, rappelez-vous, quand eux sont en train de faire buy, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sell, quelqu'un qui vende. Donc réellement, on est en train de dumper sur les particuliers. Pour le moment, ça va, c'est équilibré. Mais à un moment donné, lorsqu'il y aura beaucoup plus de ventes que d'achats, que font les prix chutent. Ça, c'est la même chose avec le BTC au 20 000. Tesla, la première fois qu'il avait atteint les 1 000 $, qui a rechuté aux 400. Maintenant, de 400, on remontait encore bien plus haut. Et il y a toujours ces phases, on va dire, de haut et de bas. Et malheureusement, le timing est toujours mauvais du côté du particulier. Donc, c'est toujours le particulier qui est utilisé comme liquidité lorsque des grands investisseurs ont envie de sortir. On va dire le smart money, l'argent intelligent. Pourquoi? Parce que le particulier ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il suit le mouvement, il suit ce qui est chaud, ce qui est tendance, ce qui est dit sur crypto Twitter et crypto YouTube et tralala. Donc, voilà en gros ce que c'est. Poursuivons maintenant. Donc là, les cas des problèmes des particuliers. Point 2. Une nouvelle génération d'investisseurs et de traders amateurs surgissent des cendres de l'un des marchés les plus volatiles et les plus incertains de l'histoire. Ces débutants boursiers ont créé tout un mouvement culturel avec une stratégie d'investissement qui ressemble plus à des jeux d'argent. Donc là, c'est des jeux de hasard. Donc rappelez-vous, les casinos de souplet, etc. Donc il y a une migration des jeux. Et maintenant, les nouveaux jeux, c'est devenu des cryptos.
Et les nouveaux jeux aussi devenus des actions. Donc là, une stratégie qui ressemble plus à des jeux d'argent qu'à une approche traditionnelle de holding des investisseurs particuliers du passé. Donc par le passé, les investisseurs particuliers achetaient et maintenaient leurs actions sur du long terme. Et maintenant, on voit qu'on est dans ces activités beaucoup plus de trading. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre investir et trading. Et maintenant, c'est plutôt tout ce côté trading et surtout day trading. Et donc être là tous les jours, comme on l'a vu, hein, les frais ont été réduits. On peut acheter des fractions d'actions. Quelque chose qui coûte 2 ou 3 000 $, maintenant je peux avoir ça pour 10 $ et ça y est, je suis dedans. Et donc voilà, donc c'est vraiment devenu un jeu. Donc c'est le Pokémon Go maintenant, version on va dire stock market et crypto market. Donc il est plus facile que jamais pour l'Américain moyen et l'Européen aussi d'investir et de trader avec des applications mobiles à commission nulle et même avec des actions fractionnées et des crypto-monnaies. Les obstacles à l'investissement ont été éliminés. Les millennials, donc là les millénaires, donc ceux de la génération des millénaires et la génération Z, donc Gen Z, se sont précipités vers les applications de trading les plus accessibles comme durant la grande ruée vers l'or du milieu du 19e siècle dans l'espoir de s'enrichir. Donc voilà en gros ce que l'on voit. Troisième point maintenant, des pièges et des problèmes des particuliers. Cette vague d'investisseurs novices qui explose adopte une approche agressive et n'a aucune honte de tout perdre. Une communauté Reddit, donc là on va prendre un cas d'étude spécifique que vous pouvez vérifier, donc là qui se fait appeler les degenerated, donc là en français c'est les dégénérés, comme ils se réfèrent à eux-mêmes. Et ils se font appeler comme ça et on les retrouve sur Reddit. Il y a un subreddit qui s'appelle Wall Street Bets. Donc là, bet ça veut dire Paris. Donc en gros, c'est un groupe et c'est un groupe qui est très 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 fréquenté. Et voilà comment ils se font appeler. Donc dans ce forum, c'est un forum de discussion où les investisseurs et traders amateurs vantent leurs pertes massives tout autant que leurs gains. Et il y a bien plus de pertes que de gains. Donc ces dégénérés, donc degenerated comme ils se font appeler, mettent en jeu et risquent ce qui semble être toutes leurs économies dans des paris, des trades et des opérations très risquées. Donc ce subreddit est la création d'une génération de spéculateurs avec peu d'argent, mais pour chaque gagnant, il semble que 10 perdent plus qu'ils ne peuvent se permettre. Donc là, il y a des statistiques qui le montrent à travers ce qui est là, vu qu'ils sont tous en train de publier et dire qui a gagné et qui a perdu. Et ces données ont été backées par quoi ? Par les données qui ont été données provenant des brokers américains, donc TD Ameritrade, Charles Schwab et autres. Ces données ont été là et c'était prouvé. Il y a eu une journée où je pense, où en termes de commission, il y avait Interactive Brokers, lorsqu'on a toute cette phase de pandémie qui a commencé, ils avaient fait plus de 8 millions en une journée sous forme de commission. Et à un moment donné, il y a eu le pétrole aussi qui était tombé en négatif, donc les futurs du pétrole, etc. Beaucoup de particuliers sont tombés dans le piège. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, malheureusement, il y a un jeune qui s'est tué parce qu'il y avait une perte de moins 720 000, était rentré dans des produits dérivés compliqués, donc des options, et il avait un découvert de 720 000 durant X temps, mais il n'a pas compris ce qui se passait et il s'est suicidé. Donc voilà réellement ce qui est en train de se passer. Maintenant, il faut se poser des questions. Avec l'avènement d'Internet, tout ce que l'on a, des cours qui pullulent à gauche, à droite, etc., accès à de l'information, de la bonne comme de la mauvaise, on dirait qu'il y a beaucoup plus de mauvaises informations que de bonne information, vu qu'entre parenthèses, les pros, pour avoir accès à leur information, elle est payante et par moment, c'est des méga prix. Et donc, voilà, on s'en réfère à, on va dire, ces clubs, ces groupes de discussion, etc. Mais réellement, qui est un pro ici? Tout le monde peut parler, mais rappelez-vous, c'est très subjectif, ce n'est pas objectif. Donc là, on suit juste la tendance. Mais réellement, est-ce que c'est intelligent ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a vraiment un véritable système, un véritable modus operandi qui va nous permettre de capitaliser dessus année après année? C'est une chose de faire un trade gagnant, d'avoir un bon mois, d'avoir un bon semestre, ok. Le tout, c'est de faire ça année après année. Ouais, d'être là depuis X temps, donc là depuis 5 ans, depuis 10 ans, année après année, je génère des retours. Et ça, nous, c'est notre cas au JC-Twin. Donc, cette plateforme se targue de la capacité, cette plateforme, ce subreddit, ce groupe se targue de sa capacité de pump and dump des stocks provenant du volume des dégénérés. Rappelez-vous que c'est eux qui génèrent pas mal de volume en partie, pas à 100%, mais en partie. Les particuliers apportent beaucoup de volume. Et ceux qui suivent cette page, il y a près de 1,3 million d'adeptes et des dizaines de milliers de personnes qui sont en ligne pratiquement tous les jours. Donc, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est 1,3 million de personnes. Donc là, vous prenez les 10% qui sont réellement, 10% d'entre eux ont des méga pertes. Et donc, réellement, vont-ils réussir à faire des gains? Est-ce que ça vraiment, c'est une nouvelle transition? Est-ce que ça vraiment, c'est une nouvelle vocation pour eux? Est-ce que ça va devenir leur véritable profession maintenant? Est-ce qu'ils vont pouvoir en vivre? Oui, rappelez-vous qu'il y a tout ça qui est en train de circuler maintenant, vivre de cela et c'est bien plus compliqué que cela. On va clairement vous montrer que ce n'est pas le cas. Il faut véritablement être éduqué. On n'a jamais dit que le particulier ne peut pas générer des gains, ne peut pas générer quelque chose, mais pas comme c'est présenté. Malheureusement, il y a beaucoup plus de rêves qu'autre chose.
Donc maintenant, quelle est la mission réellement du GCTUM lorsqu'on constate ces problèmes? Et vous voyez que rapport après rapport, il y a toujours ces cas qui sont là. Peut-être c'est votre cas vous-même. Nous-mêmes, on a servi pas mal de clients. On a fait des centaines, je dis bien des centaines et des centaines de consulting que j'ai fait depuis, que je commence à faire les consultings. Donc j'en vois, je sais exactement ce qui se passe, vu que j'ai des interactions claires avec des clients. Ça se trouve, certains d'entre vous êtes là et vous avez été en consulting avec moi ou vous êtes venu au GCTUM, vous avez vu les manières de faire et vous avez bien vu clairement que c'est tout à fait autre chose. Et on a fait intervenir des personnes ici que je connais même personnellement qui sont déjà à un niveau pro et qui continuent toujours à évoluer à un niveau pro, qui sont des partenaires, des collaborateurs à moi et de temps en temps, avoir quelques mots, des conseils qu'ils puissent apporter pour montrer réellement comment sont les choses, comment sont réellement les choses et ce n'est pas ce qui est divulgué à gauche, à droite. Donc malheureusement, les particuliers sont toujours là. Donc nous, comme je dis bien, on ne peut pas prendre tout le monde en consulting. On ne peut pas être là, aider tout le monde et on va forcer personne. Donc là, à un moment donné, tiens, celui qui sent qu'il y a quelque chose à faire, qu'il doit réellement changer son fusil d'épaule, nous, au GCTUM, on sera ravis de pouvoir l'aider. Il y a pas mal de services qui sont là. On les a rendus ultra abordables afin que toute bourse, donc là, peu importe le pouvoir d'achat que vous allez pouvoir y participer. Ça va de 9,95 et des services qui sont bien plus hauts. Donc là, tout le monde peut y participer et on tente de faire les choses de manière simple, sans choses, formules compliquées et parler comme Einstein. Ok, moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux des choses qui sont simples. En 2-3 lignes, je vais pouvoir expliquer ce que je fais. Donc, en gros, c'est ça. Donc, notre mission, c'est être la source et le terminal d'intelligence pour tous, parce que c'est ce qui manque. C'est de la market intel. C'est quelque chose de très important. Des news, des informations, on a tous les jours. Mais ces news et informations doivent être transformées en intelligence de marché. Donc, c'est pouvoir anticiper et se préparer aux futurs mouvements, avoir un money management, un risk management et capitaliser dessus et avoir une horizon de temps qui est réaliste. Ouais. Donc, ce n'est pas du Pokémon Go, c'est avoir une horizon de temps qui est réaliste, faire les choses bien et correctement. Maintenant, poursuivons. Et je dis bien avant de commencer, donc attention, ceci n'est pas une recommandation d'investissement. Donc faites vos recherches, analyses et n'oubliez pas que votre capital est en risque. Ce qu'on va voir ici, c'est les perfs à l'année, donc depuis le 1er janvier, donc depuis la création, on va dire, de la publication de cette idée, de ce fonds, jusque maintenant. Donc là, c'est au 21 juillet. Donc là, ce matin, on a clôturé cela pour voir un peu, tiens, qu'est-ce qui se passait, où on en est. Et les performances que vous voyez, elles sont non auditées. Donc ça, ce sont nos chiffres. Il y a différents points d'entrée. Il y a eu pas mal de rebalancements, mais là, c'est la performance que l'on a maintenant. OK? Donc là, c'est la perf year-to-date du GCTUM VAM. Donc c'est le Bitcoin infrastructure high risk. Donc là, c'était notre venture. Donc là, ce sont ces compagnies novices qui sont en train de se lancer et qui opèrent dans la sphère blockchain et qui apportent des services spécifiquement par rapport au BTC. Donc n'oubliez pas que c'est à titre informatif et illustratif pour expliquer notre point par rapport à cette présentation. Et c'est les perfs au 21 juillet qui sont non audités. On le répète bien, ce n'est pas une recommandation d'investissement. Vous faites vos recherches et vos analyses et n'oubliez pas que le capital que vous allez placer est en risque si jamais vous décidez de placer vos capitaux. Donc l'holding d'horizon que l'on a ici, c'est minimum 5 ans. Donc nous, on est là pour du long terme. Donc regardez que le prix monte, descend d'une journée à une autre, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est du holding long terme. Et on avait montré, donc il y a toutes les vidéos, comment dirais-je, des entrées précédentes, donc des rapports précédents et de celle-ci qui est disponible sur notre canal public et qui est disponible sur la page. Donc là, si vous voulez ne pas surfer à travers toutes les vidéos que l'on a, vous allez au www.jctum.com, dans la page solutions, vous allez arriver au niveau du VAM et vous allez voir qu'il y a l'idée clé, donc la présentation que l'on a faite pour ce Bitcoin Infrastructure, et on expliquait le pourquoi du comment et quelles sont ces compagnies. Donc là, tous ceux qui sont en interne, donc il y a beaucoup de clients qui ont fait l'acquisition de ce rapport, ils ont vu cela, ils ont vu les idées et comment on a travaillé. Donc là, il y a beaucoup de compagnies. Donc on suit un total de, je dirais quoi, une cinquantaine de compagnies par rapport à cela. Et on en a sélectionné 8 exactement qui ont atterri dans le rapport. Et il y a d'autres compagnies dans lesquelles nous-mêmes, on va dire moi-même personnellement, je m'y suis exposé. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc il y a Advanced Blockchain, comme le nom le dit bien, ce sont des solutions blockchain. C'est une compagnie qui est basée en Allemagne. Bitfarms qui est basée au Canada et aux États-Unis. C'est du mining BTC. Canaan qui fournit des ASIC miners, donc c'est le numéro 2 derrière Bitmain. DMG Blockchain Solutions, comme le nom le dit, ce sont des solutions blockchain. C'est une compagnie aussi qui est basée, si je ne me trompe pas, c'est au Canada cela. Galaxy Digital Holdings, là c'est une compagnie qui fait de tout. Donc ça c'est l'équivalent d'un Goldman Sachs, mais maintenant dans le monde crypto. Pourquoi elle est encadrée en jaune? Lorsqu'on l'a acheté, la compagnie était super basse. Elle était dans le stock market venture au Toronto, donc TSXV, Toronto Stock Exchange Venture. Et il y a moins d'une semaine, elle a fait la transition pour passer du TSVX au Toronto Stock Exchange tout court. Ce qui fait qu'il y a un changement, comment dirais-je, de son code ISIN, comme vous voyez là. Et réellement, là, on nous l'a revendu et racheté au prix du marché. Donc là, c'est le broker qui se charge de cela. Mais si on prend les points d'entrée que l'on avait en bas et qu'on fait une moyenne des différents points d'entrée que l'on avait et les rebalancements que l'on a fait, on était à du plus 150%.
Et c'est la même chose pour Voyager Digital Ltd. Donc là, c'est un prime broker basé au Canada et aux États-Unis aussi, entre New York et le Canada, créé par un des anciens fondateurs de Uber. Et c'est aussi une compagnie qui, on l'a acheté super bas et a fait exactement la même chose. Se sont lancés au Toronto Stock Exchange Venture et maintenant on fait la transition vers le Toronto Stock Exchange. Et là aussi, les numéros ici n'ont changé. Ce qui fait que là, maintenant, on l'a comme si on venait de l'acheter maintenant. Donc ça, c'est ce que nous, on a dans notre portefeuille. Mais on l'a acheté lorsqu'elle était super basse. Et avec les fluctuations de prix et tout ça, au 21 juillet, donc juste avant qu'il y ait cette transition qui soit faite, on était en hausse de plus de 128%. Et en plus, rappelez-vous, il y a plein de points d'entrée. Ce qui fait qu'ici, c'est une moyenne qu'on est en train de faire par rapport aux différents points d'entrée que l'on a. Vu qu'en gros, ça veut dire quoi? Lorsque l'actif est super haut, on n'achète pas super haut. Et lorsque l'actif est super bas et qu'on atteint un certain degré, eh ben, nous, on commence à cumuler petit à petit. Et donc là, ça peut être une accumulation. Là, on peut mettre 100, là, on peut mettre 200, ici, on peut mettre 50. On voit que ça baisse encore plus bas, on peut mettre cela. Donc le temps que ça fasse demi-tour et que ça remonte, eh ben, il faut faire un décompte de tout cela. Donc il y a différents points d'entrée et il y a pas mal de choses que l'on revend, que l'on rachète un peu plus haut à différents points pour des raisons stratégiques. Donc là, c'est une moyenne de tout cela. Donc là, en gros, nous, c'est acheter bas et revendre haut. Tout simplement, c'est ça. OK? Et lorsqu'on voit ça, donc là, c'est une moyenne de ce que l'on a. Vous voyez que là, sur les 11 actifs que l'on a là, donc là, c'est la première partie, comment dirais-je, de ce fonds. Donc là, c'est ce qu'on veut, pardon. Là, c'est ce que nous, on veut garder à long terme, avec horizon minimum de 5 ans. Donc là, on est en 2020. On a notre point initial et on va regarder ce qui se passe en 2025. Donc, c'est de tout le temps qu'on va faire du holding avec ces compagnies-là. Et donc là, vous voyez qu'il y en a pas mal. Et maintenant, par rapport à cela, on va rajouter d'autres actifs. Donc là, je vais décortiquer cela un peu plus loin. Et pour nous permettre d'avoir quoi? Du hedging, donc du risk management. Vu qu'ici, on est haussier, mais maintenant, avec les marchés fluctuent, il y a des hauts et des bas. Donc, on doit protéger les gains que l'on a. Okay? Donc là, vous voyez plus ou moins quelles sont les entités que l'on a. Donc, on a cité cela, DMG Blockchain, Galaxy, on a cité Voyager. Hive Blockchain, c'est du crypto mining pour pas mal de blockchains, spécifiquement les proof of work, principalement Bitcoin et principalement Ethereum. Et ils offrent du cloud mining. Hut 8, ils bossent avec Bitfury, donc c'est des fabricants de puces et de ASIC spécifiques. Northern Data, c'est des data centers. Donc là, les fermes minières que vous voyez, c'est eux qui les mettent sur pied. Riot Blockchain, c'est du mining. Et Hut aussi fait du asset management. Riot Blockchain, c'est pareil aussi. Et de Blockchain GP, ce sont toutes des compagnies qui offrent des services blockchain. Il y en a encore pas mal d'autres que l'on a et on réserve ça pour un autre fonds. Okay? Et comme vous voyez, il y a, avec tout ce qui s'est passé dans le premier semestre, il y a 8 compagnies sur 11 qui sont dans le vert. Canaan était dans le vert aussi, mais avec les problèmes États-Unis-Chine, on veut délister les compagnies chinoises aux États-Unis et depuis leur Canaan a rechuté. Donc là, maintenant, on est en train d'évaluer cela. Est-ce qu'on rachète encore Canaan vu que maintenant, c'est les soldes? Et est-ce que si Canaan est rejeté, qu'est-ce qui se passe? Donc on doit prévoir cela. Et vous voyez bien que malgré le méga rouge que l'on voit ici, ce fonds en moyenne, si on exclut Galaxy Digital et Voyager, donc là avec ce qui s'est passé dernièrement au niveau des codes, on a généré de plus 51,82%. Donc là, ça c'est parfait. Maintenant, si on rajoute les performances de Galaxy Digital et de Voyager, ça nous fait du 67,67%. Si on compare cela au Nasdaq 100, maintenant au 21 juillet, avant l'ouverture du marché, le Nasdaq 100 a fait plus 25%. Le Dow Jones était à du moins 6% depuis le temps. Quand on dit year to date, c'est du 1er janvier au 21 juillet. Le S&P 500 était flat positif. Le Gold a un peu moins de plus 20% et le BTC plus 27%. Donc nous, on a fait clairement une bonne performance et ça s'est pas fait par hasard. Et vous voyez que malgré ce que vous voyez en rouge ici, la performance est restée positive. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la gestion de portefeuille. On n'est pas là à rentrer, trader, faire ci, faire ça, faire ça. On a tout un long processus de génération d'idées, ensuite d'analyse très poussée, fondamentale. On doit comprendre le business model, regarder ce qui se passe au niveau financier et ensuite un money management et un risk management et on y va petit à petit. Et donc là, nous, comme vous l'avez bien vu, long terme, maintenant avec tout ce qui est en train de se passer, on est déjà haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ici maintenant qu'on va intégrer tout le côté gestion de risque. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a ces plus-values, on veut les maintenir. Donc là, c'est la partie des entités. On se dit, OK, là, on est bien. Maintenant, on va réévaluer les risques géopolitiques et les risques macro qui entourent Canaan. Et on va dire risque business, par exemple, pour ces compagnies. Est-ce que ces compagnies vont pouvoir faire demi-tour et être haussiers lorsque, on va dire, le business cycle va reprendre ou est-ce qu'elles ont des problèmes? Si c'est le cas, on va commencer à éliminer petit à petit nos positions et renforcer les positions qu'on a dans ces compagnies-ci. Mais on ne va pas acheter tout et n'importe où, n'importe quoi et n'importe où. On a ces phases A, B, C, D et on veut toujours prendre cela lorsqu'il y a des retracements et des corrections qui sont faites. Donc, nous, on tire avantage de cela. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué au début, vous pouvez acheter du BT, c'est pas la même chose d'acheter du Bitcoin au 20 000 et acheter Bitcoin lorsqu'il a chuté au 3 000, maintenant de 3 000 à 9 000, on a déjà gagné. Celui qui a acheté à 20 000, maintenant il est en train de pleurer, il dit tiens, c'est quand on va revenir au 20 000. Si le BTC revient au 20 000, il sera break-even, il aura juste perdu ses frais de commission. Et pendant tout ce temps, il n'a pas généré de plus-value. Donc la patience et avoir un système et savoir ce que l'on fait, c'est primordial ici, c'est un impératif.
Ok, et par rapport à cela, rappelez-vous toujours à titre illustratif, celui qui aurait investi 1 million, donc plus ou moins quoi, une histoire d'un peu moins de 100 000, donc entre 85 ou ouais, 85 000 plus ou moins, comment dirais-je, dans chacune de ces compagnies, eh ben voilà, en gros, ben, il aurait pu avoir un bon retour de 518 000 si on prend cela en excluant Galaxy Digital et Voyager. Sur base de 100 000, ben, on aurait pu générer 51 000, et sur base de 10 000, générer 5 182, et celui qui avec 1000 ou celui même qui n'avait que 100, ben, il aurait pu générer aussi quelque chose. Et rappelez-vous que là, les performances, elles sont hors taxes, hors intérêt et non ajustées à l'inflation. Ici, n'oubliez pas que GCTeam, c'est une compagnie. On est dans une certaine juridiction et là, ça dépend de vous, le particulier, votre situation personnelle. Donc là, c'est les gains qui sont réalisés. Si maintenant on revend cela et qu'on sort, bah tiens, il faut payer les taxes à la juridiction où on est, comptabiliser les intérêts et ajuster les plus-values à l'inflation. Donc là aussi, bah, il y a quelque chose qui est généré par rapport à cela. Mais donc vous voyez que là, c'est pas par hasard qu'on a fait cela. Et rappelez-vous, c'est pas un truc qu'on a sorti de notre chapeau. Il y a eu tout un travail qui a été fait au début, un rapport d'Intel qui a été fait. Ce sont les rapports que l'on fait mois après mois. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours. À part nos interventions que vous voyez qui sont faites en vidéo aussi, ça. Donc dans tout le reste du temps, enfin tout ce qu'on fait, on va dire en off, ce que vous ne voyez pas, bah, c'est le travail avec les clients en consulting et le travail sur les générations d'idées de recherche et mettre sur pied des rapports. Donc on anticipe tout cela. Il y a plein de compagnies que l'on regarde, mais à la fin, c'est qui arrivent dans le fond, c'est celles qui ont réellement, bah, qui nous montrent qu'il y a des bons signaux, dire ok, ici il y a quelque chose à faire. Et donc on prend le risque de s'investir dans ces compagnies. Voilà pourquoi ce fonds s'appelle High Risk, parce que ce sont des compagnies qui viennent de se lancer. Elles sont rentrées en bourse dans des conditions assez spéciales, et vous voyez que maintenant, bah, elles ont fait la transition. Certaines d'entre elles font la transition vers des grandes places boursières, comme Northern Data à Francfort, etc. Et ça commence, Canaan de Chine, être lancé au Nasdaq. Riot Blockchain aussi sont au Nasdaq, donc ça c'était des entrées qui ont été faites l'année dernière au mois de novembre et on en a profité par rapport à cela. Mais avec stratégiquement, il faut savoir comment on s'expose à ces compagnies et il faut faire tout un travail fondamental. Et vous avez bien vu ici, notre horizon de temps c'est 5 ans. Donc vous voyez que là, quand on a un bon travail et qu'on sait exactement ce que l'on fait, qu'on a un bon système et on le répète, donc ça c'est un de nos fonds. On a les deux fonds cashless qui sont dans le vert aussi. On a le fonds avant, on n'avait pas fait de vidéo, mais on a le fonds gold qui a été fait aussi, métaux précieux, qui a été fait à l'époque en 2014-2015, qui est en bonne performance aussi. Pour ceux qui me connaissent, j'avais une boîte de consulting gold, Bank Ore et Plata. Donc là, on a arrêté cela pour des questions de régulation et tout cela. Mais voilà, on opérait dedans et là aussi on avait généré un fonds. Le fonds a généré aussi pas mal de plus-value. Donc là, si vous regardez juste le gold, où il était en 2014-2015 et où il est aujourd'hui, bon, on a largement gagné. Donc voilà en gros ce qui est fait. Donc tous ces mouvements, ce sont des choses qui s'anticipent et on est là. Si maintenant on veut faire bah, tiens, un récapitulatif, veut dire bah, tiens, ça nous aurait fait combien avec ce fonds donc en 6 mois, donc de janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça aurait fait quoi? Plus ou moins 8,5%. Et avec celui-ci, si on inclut les performances de Galaxy et de Voyager, ça aurait été quoi? 11, et des poussières par mois. Donc là c'est excellent. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que les day traders peuvent vraiment avoir cela, un track record? Rappelez-vous, ça c'est non audité, et montrer réellement, bah tiens, on a fait ça, et toute la logique. Pas en parler après, mais la logique, c'est-à-dire quoi? Un rapport horodaté, publié avant, et qu'on puisse revoir et revenir derrière et dire, ah voilà, ta logique c'était ça, ah voilà, pourquoi est-ce que tu étais là, voilà quels étaient les catalyseurs, boum, quand ça fonctionne, on y est. Vous voyez que là, en gros, bah, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle un track record. Donc maintenant, notre GCTeam, je pourrais prendre cela, appeler mes avocats à Londres, faire un audit, prendre cela, monter un fonds, prendre les régulations qu'il faut où on va se placer et aller faire le tour des investisseurs et dire voilà, moi j'ai un fonds, j'ai fait ça, enfin, on prend tous les 3 ou dans les 5 fonds que l'on a, on dit bah voilà, on a fait ça comme retour et tous les fonds sont dans le vert, donc après il faut faire la moyenne avec tous les fonds et se présenter maintenant auprès de grands investisseurs, des personnes qui sont millionnaires ou quoi que ce soit et dire bah voilà, nous on a ça. Quoique ce qu'on a fait ici, c'est pas dit que ça va se répéter, mais on a montré qu'on a un processus qui a pu être dupliqué à travers différents fonds, choisir les bonnes actions, choisir les bons points d'entrée et générer du alpha. Donc c'est quoi? Un retour. Maintenant, c'est quoi la chose? Il faut gérer cela. Vu que maintenant les marchés sont en train de fluctuer. Un exemple, à un moment donné, Hive Blockchain était à du 300%. Donc, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as plus 300%? Tu fais un rebalancement. Galaxy aussi, à un moment donné, avait dépassé les plus de 100%. Voyager aussi était super haut. Northern Data était au-delà des 100%. Donc maintenant, bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu fais pour protéger les plus-values que tu as maintenant? Donc là, le but du jeu, c'est de maintenir ça. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est maintenant qu'on va mettre sur pied des stratégies de risk management. Donc là, rappelez-vous, c'est de la gestion de portefeuille et on va gérer le risque. Gérer le risque, ça veut dire quoi? Sinon, on a généré ça. Donc nos 51%, je veux maintenir cela. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si le marché chute? Maintenant, je dois mettre sur pied des stratégies pour combler cela. Et maintenant, on va prendre des actifs qui sont non corrélés à cela. Un exemple. Vous voyez ici, il y a pas mal de compagnies canadiennes. Il y a des compagnies européennes, donc zone euro, et des compagnies américaines. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici maintenant pour se hedger? Si on revend ces compagnies,
ça veut dire il y aura une demande pour ces monnaies. Donc on peut se hedger avec un fonds, on va dire un fonds de dollars canadiens. On peut se hedger avec le FXE, c'est le fonds de l'euro, et par exemple avec le Dixie, qui est le fonds du dollar US. Alors, pardon, l'indice du dollar US. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On voit qu'il y a pas mal de data centers, il y a pas mal de compagnies qui opèrent dans le mining, etc. Et on peut se dire, bah, tiens, mining, il faut de l'énergie. On peut se dire, tiens, on peut se hedger avec des fonds qui opèrent en énergie solaire, en LNG, donc en gaz. On peut se hedger avec quoi? Avec les semi-conducteurs. On peut se hedger avec la volatilité, vu que ce sont des compagnies tech. Dixit, donc là, pas mal d'entre elles sont, sont reprises dans des fonds dans le Nasdaq, dans le cas de Canaan et de Riot. On peut se hedger avec la volatilité, par exemple, du Nasdaq, donc c'est le VXN. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si la volatilité augmente, ça veut dire que le Nasdaq est en chute. Et donc nous, en gros, c'est quoi? S'il y a une chute ici, eh ben, on peut avoir le VXN qui, lui, va aller dans le sens opposé. Ce qui fait que s'il y a une chute de moins 10%, par exemple, le VXN peut monter de plus 10%, eh ben, ça fait quoi? Ça neutralise la chute. Donc ça, c'est de la gestion de portefeuille. Ça, c'est la phase suivante. Et c'est ce qu'on va rajouter dans les différents fonds. Vu que maintenant on a eu la phase haussière, on atteint un pic, on peut être en territoire de surévaluation, maintenant c'est protéger cela. Et vous voyez que c'est encore une fois, ce n'est pas du hasard, ça ne se discute pas dans un groupe Reddit, ça ne se trouve pas sur Crypto Twitter, ça ne se trouve pas sur Crypto YouTube, il faut savoir ce que l'on fait. Ça, c'est super, super important. Ça, c'est de la gestion de portefeuille. C'est des choses sérieuses que l'on fait ici. On veut générer de l'argent mois après mois. Enfin, même pas. Nous, c'est annualisé. Donc, on fait un bilan semestriel, un bilan annuel et l'année prochaine, on recommence là. Et ça fait X temps que ça dure. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Et en 2021 et au-delà, on continuera à faire de l'argent tant que je serai en vie. Okay? Donc ça, c'est une chose qui est clé. Et ça, ce n'est pas du hasard, c'est de la préparation, c'est du travail. Et ça, c'est ce que nous, on met en avant ici. Et ceux qui ne veulent pas comprendre cela, bonne chance à eux. Donc là, voilà en gros ce qui est fait. Donc un de nos fonds. Maintenant, on va lancer une nouvelle idée. Et là, maintenant, on continue dans cette infrastructure et les compagnies que l'on présente cette fois-ci, donc dans cette troisième partie de rapport. Donc, c'est infrastructure Bitcoin centralisée, entité traditionnelle qui font le pont entre les deux mondes, donc le monde de la finance traditionnelle et le monde de la finance, on va dire blockchain et tout ce qui va arriver. Et l'idée du rapport, c'est From USA to Japan, donc là, des États-Unis au Japon. Donc, nous allons nous focaliser sur 4 compagnies massives et de grande renommée qui joueront un rôle super ultra important dans l'intégration du Bitcoin pour les masses. Ces compagnies sont les points d'entrée du capital institutionnel et des particuliers aussi, vu qu'elles vont offrir des services auxquels auront accès les particuliers. Donc nous ferons une analyse très poussée de ces compagnies afin de détecter les opportunités qu'elles nous offrent en parallèle à l'évolution du Bitcoin et du crypto market. Donc là, pour l'Amérique, on a quoi? On a Nasdaq, pas l'indice, mais la compagnie Nasdaq. Nasdaq est un exchange, donc ils sont en train de travailler dans la blockchain et ils sont en train de travailler sur des solutions spécifiques concernant le Bitcoin et un peu plus loin pour les cryptos. Déjà, Bitcoin et Ethereum sont déjà en train de travailler dessus, donc là, intégrer cela dans leur exchange. On a ICE, ICE c'est la compagnie qui a lancé Bakkt, donc le nouvel exchange avec les contrats futurs et les options. Donc là, c'est la maison mère. C'est la maison mère du New York Stock Exchange et de pas mal d'exchanges à travers le monde. On a SBI Holdings, qui travaille dans les crypto-monnaies au Japon, et GMO Internet. Un exemple, la compagnie que vous avez vu que l'on a, Northern Data, eh ben, eux, GMO et SBI Holdings font du crypto mining et ils le font au Texas aux États-Unis et le parc minier Wilson, c'est le parc de Northern Data. Donc clairement, il y a toutes ces compagnies qui sont corrélées aussi entre elles. Ce qui fait qu'il nous faut des choses qui soient décorrélées avec cela. Mais ouais, là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de concentrer tout notre argent, par exemple, dans une compagnie comme Northern Data ou juste GMO, eh ben, on se diversifie. Donc c'est ça la clé. On répartit nos capitaux, comme ça on n'a pas une forte concentration. L'idée ici de ce fonds, c'est qu'on est concentré blockchain infrastructure, mais avec différents intervenants de cette infrastructure. Et ensuite, comme je l'ai bien dit au slide précédent, on va rajouter maintenant le hedging. Donc là, des choses qui vont nous permettre de nous hedger. Comme on l'a dit, des fonds de monnaie, des différents ETF. On va dire, voilà, Hive qui offre du cloud mining. Et on peut se hedger avec un ETF cloud, la volatilité de tout le secteur tech. Et pourquoi pas des inversés. Voilà, des inversés sur le BTC, donc short BTC, tout ça. On peut intégrer cela pour nous protéger d'une chute. Donc là, réduire au maximum la volatilité. Donc, vous voyez, ici, on est en train de se sophistiquer, mais ça aussi, c'est à la portée du particulier si réellement il veut faire les choses correctement. S'il veut rester dans les illusions et être dans un groupe qui se fait appeler dégénéré, libre à lui, donc libre à vous, c'est votre capital après tout. Nous, on est juste là, on passe, comme on dit, on était là avant cela et on sera là après cela et on continuera à faire pareil. Et ceux qui peuvent en profiter et en tirer profit et réellement travailler, parce que c'est une question de travail, de sérieux, de détermination et de discipline, les résultats positifs viendront petit à petit. On n'a pas besoin d'être ultra millionnaire avec cela. Même avec 20 euros, on peut commencer. Comme j'ai bien dit, on a un service qui coûte 9,95 et là, c'est accessible à tout le monde. Donc, quelle est la clé de tout cela? C'est la gestion objective et efficiente des données. Si je vois que je suis en train de faire le con, permettez-moi l'expression, et que je suis en train de perdre, que je fais tout et n'importe quoi, que je ne comprends pas ce que je fais, à un moment donné, je dois arrêter de faire le con et réellement me ranger et commencer à faire les choses sérieusement.
Donc ça, c'est la gestion objective et vision des données. Déjà, ne pas se mentir à soi-même. Et donc là, c'est grâce à cela que le particulier aura la capacité de comprendre les fondamentaux. On n'a pas parlé de patron technique ou d'analyse technique, des fondamentaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi ces business sont bons. Comme vous avez vu, ce n'est pas pour rien qu'on a généré cela, qu'on a pu générer une hausse, parce qu'on comprend parfaitement les fondamentaux de l'écosystème dans lequel on est en train d'opérer et la place de choix qu'ont chacune de ces compagnies et l'horizon de temps. On laisse les choses se faire et aller de l'avant. Et vous voyez que malgré le rouge, eh ben, c'est une balance. Un portefeuille, c'est une balance. Peu importe le rouge qu'il y a, on est là. On pourrait même avoir 10 compagnies qui sont dans le rouge, ok, et une compagnie qui fait 3000% et le portefeuille est dans le bon. Ok, c'est toute une question de temps et d'horizon de temps. Donc, il faut comprendre les fondamentaux et savoir comment les interpréter afin de tirer avantage des opportunités qui se présenteront à lui. Donc là, c'est le particulier qui va pouvoir faire ça et détecter cela. Donc, quel est le modus operandi que l'on utilise? Vous voyez qu'il n'a pas changé, c'est toujours le même. Point numéro 1, step 1. Génération d'idées. On a généré une idée par rapport à cela, qui est originale. Donc, je ne vais pas la copier à mon voisin, ni à ci, ni à ça. Comme vous avez vu, la plupart des compagnies, très peu de personnes les connaissent. Mais là, c'est ça. On n'a pas copié ce qui était dit à la télévision. Apple, Amazon, on en parle tous les jours. Rappelez-vous, là, c'est des compagnies, on n'a pas dit qu'elles sont bonnes, mais il faut savoir exactement où et comment rentrer dedans. Et il y a d'autres compagnies qui peuvent nous apporter encore des compagnies qui ont fait encore des meilleures performances que ce qu'on a vu là. Mais ici, c'est un cadre spécifique. On a une idée qui est générée spécifiquement pour l'infrastructure BTC. Il y a d'autres compagnies hors infrastructure BTC ou hors tech qui génèrent des 2, des 3000% et ce n'est pas les compagnies les plus connues pourtant. Il y en a plein qui ont généré des bonnes choses, mais c'est ça qu'il faut savoir. C'est là qu'on peut faire réellement quelque chose. N'oubliez pas que lorsque vous regardez par exemple CNBC, Bloomberg ou quoi que ce soit, les personnes qui opèrent, ces gestionnaires de fonds, ces grosses banques d'investissement, ces grands investisseurs, une fois qu'ils sont structurés, ils ont des mandats. Ils ne peuvent pas, ils sont obligés d'opérer avec dans certaines compagnies qui ont une certaine market cap. Ce qui fait que les compagnies qui ont des petites market cap, ils ne peuvent pas être dedans. Ils seront dedans une fois que ces compagnies auront passé le milliard, les 2 milliards, les 5 milliards et 10 milliards, ça dépend des fonds. Donc lorsque vous avez un petit fonds, lorsque vous êtes un particulier, vous n'avez aucun mandat, vous êtes libre d'investir dans quoi vous voulez. Mais encore une fois, faut-il savoir dans quoi vous êtes en train d'investir et avoir un modus operandi systémique que vous allez pouvoir répéter fonds après fonds, idée après idée. Et ça, c'est ce que l'on a et c'est ce qu'on met en avant. Donc, génération d'idées. Donc, bottom-up, top-down. Donc, bottom-up, c'est comprendre la compagnie. Par exemple, on va dire Northern Data. Comprendre cette compagnie. Donc là, c'est la compagnie, son statut financier, etc. Et le top-down, le monde, quelle est la place de cette compagnie dans le monde? Est-ce qu'on a besoin de data centers? Est-ce qu'on a besoin de parcs miniers, des fermes minières et des fermes de data centers? Ça fait quoi? Vu qu'eux, ils opèrent dans le HPC. Est-ce que ça, c'est une place de choix dans le monde à venir? Donc, on va dire 2020 et au-delà. Et pas uniquement BTC. Eh bien, si on va dire que notre bottom-up est OK et que le top-down est OK, la compagnie peut passer au point suivant. Ok, donc là, point suivant, c'est quoi? Conception et production d'un rapport de recherche. Donc, on doit avoir un rapport, on doit avoir une thèse, le business model. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi on va investir dedans? Ça va faire quoi? Si on prend l'exemple de Northern Data, ils vont faire quoi dans le monde de demain? Ils vont apporter quoi? Comment ils vont générer de l'argent? Comment est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Quel est leur statut aujourd'hui? Et comment ils vont générer de l'argent demain? C'est quoi la compétition? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a véritablement besoin de cela? Est-ce que le monde au niveau macro va dans cette direction? Est-ce qu'ils ont vent en poupe? Est-ce que la régulation aussi, ça? Donc, on doit savoir tout ce qui se passe au niveau de la compagnie. Et là, on doit avoir un rapport. Rappelez-vous des rapports horodatés qui sont faits avant qu'on puisse s'exposer. Comme ça, on peut revenir en arrière et regarder toute la logique. Ça, c'est pas tombé du ciel. Vous voyez que les rapports sont là pour ça. Vous voyez, en gros, c'est ça. Toute personne qui fait les choses correctement, même pas un professionnel, on doit savoir dans quoi on opère. Vous voyez, vous achetez pas une voiture comme ça. Vous allez chez le concessionnaire, vous allez comparer ça. Tiens, la Toyota, elle est mieux que la Renault, qui est mieux que la Peugeot, qui est mieux que la Suzuki, etc., etc. Vous allez faire des tests, etc., etc. Alors pourquoi ne pas faire la même chose lorsque vous allez investir? Vous achetez pas un frigo comme ça et le revendre. J'achète un frigo à midi et je le revends à midi quart. Donc ce serait faire du day trading. Est-ce que vous faites ça? Non. Je veux acheter une maison. Aujourd'hui, on l'achète aujourd'hui. Déjà, c'est un long processus. Et on l'a acheté à 10 heures, on va la revendre à midi. Vous ne faites pas pareil. Oui, ça se fait pas. Donc en gros, pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus qui est là de recherche. Ah, le quartier, ah si, ça, il y a combien de chambres, il y a ça, etc. Elle est située où? Pourquoi ne pas faire la même recherche ici? C'est exactement la même chose que l'on fait dans les actions. Il faut savoir exactement dans quoi on est en train d'investir. Et on a un rapport et on compare. Et on connaît le business de la compagnie. Et ensuite, le troisième point, stratégie et mise en exécution et gestion de l'idée originale d'investissement. Donc la gestion, une fois qu'on est dedans, qu'on appuie in, différents points d'entrée pour maximiser au maximum ses gains et laisser la chose travailler. Vous voyez qu'il y a des compagnies spécifiques qui sont touchées. Canaan est là, c'est le numéro 2. Derrière, on va dire Bitmain. En termes de ASIC mining, on en a besoin pour le Bitcoin qui est la plus grande blockchain, la plus sécurisée. Donc, il y a beaucoup de hash power. Et donc, ils vont toujours vendre leur Avalon. Bitmain va vendre ses ASIC, les Ant miners, pardon, pour Bitmain. Mais quoi? Maintenant, on se rend compte qu'il y a un problème géopolitique. Ça ne prévient pas. On ne nous a pas appelé pour nous dire, hé les gars, vous savez quoi, il va y avoir un problème géopolitique, sortez. Non.
on se le mange. Mais vu qu'on a un money management qui est strict et un bon risk management, même cette chute, comme vous l'avez vu, on est dans le rouge, ça ne nous a pas impacté. Parce que d'autres performances, enfin d'autres actifs dans le portefeuille ont fait contrepoids. Et là, on sait que c'est le Nasdaq, bah tiens, on va pouvoir solutionner cela un peu plus loin. Donc, on va dire un peu plus loin dans le temps. Donc, tout ça est sous contrôle et ça doit être, comment dirais-je, ça doit précéder l'action. C'est-à-dire quoi? Précéder le fait d'appuyer sur le bouton achat. Donc, tout ça, ça doit être fait avant. Et ça, ce sont toutes les étapes que ne fait pas le particulier, du moins ceux du groupe dégénéré ne le font pas. Donc vous ne tombez pas dans cette catégorie. Comme on le dit bien, je le répète, on ne pourra pas aider tout le monde. On n'aide que ceux qui réellement sont déterminés et disciplinés. Donc là, ils seront les bienvenus. Donc le scénario parfait, c'est quoi? Récession et bear market. Comme on a vu, bah, rappelez-vous la récession, vu que nous on est une horizon à long terme, ça nous est égal complètement ce qui est en train de se passer au jour le jour. Nous, on veut que le marché chute sous un certain point et les meilleures compagnies termineront dans notre panier et on est là pour faire les courses. Donc récession et bear market. Et là, on va dire, le coronavirus nous a rapporté tout cela. On est en récession économique et on est dans un bear market. Certains actifs en territoire de correction et d'autres en bear market. Et là, on en profite. Vous savez que dans le bear market, il y a des entités qui sont montées. Donc pourquoi Galaxy est monté? Pourquoi Voyager est monté? Pourquoi Hot 8 est monté? Pourquoi Northern Data est monté? Donc en gros, c'est ça, parce qu'il y a une utilité claire, mais il fallait déterminer cela et ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une fois qu'on est dans le bear market que tout est tombé, qui dit ah, maintenant je fais quoi? Vous voyez, comme tous ces particuliers qui sont rentrés dans les marchés, maintenant, ça c'est la plus grosse erreur à faire et ça va se solder par une catastrophe, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, ne soyez pas cette personne-là. Donc une fois qu'on est dans cette récession, dans ce bear market, on peut profiter de la baisse. Donc là, rappelez-vous, comme je dis, protéger cela ou tirer profit de short. Et si on ne sait pas shorter, juste patience et on achète les meilleurs stocks. Alors, on avait dit les meilleurs stocks. Les meilleurs pourquoi? Parce qu'on connaît les fondamentaux, on connaît le business model et on sait que tiens, ça, il y a de fortes probabilités pour que ça se reprenne. C'est jamais du 100%, ce sont des probabilités. Voilà pourquoi est-ce qu'on use du money management et du risk management pour se protéger. Au cas où ça va mal, on bouge. Voilà, maintenant, on est exposé dans Canaan. Au cas où ça se passe mal, on bouge. On verra s'ils vont être listés à Hong Kong ou à Shanghai ou je ne sais quoi, mais on bouge, mais ça ne doit pas nous impacter. Vous voyez qu'on peut retirer les 3 pertes que l'on a dans ce fonds particulier, ça ne va pas impacter la performance de notre portefeuille. On va rester en positif durant l'année. On a battu le Nasdaq, on a battu le Gold, le BTC et quoi que ce soit pour ce fonds spécifique. Et si on prend tous les autres fonds, depuis l'année dernière et les fonds qu'on a déjà montés avant, ils sont tous dans le vert aussi. Donc là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est année après année. Vous voyez qu'on peut avoir un mauvais mois. Une compagnie, par exemple, comme Voyager. Voyager, depuis qu'on a connu, enfin depuis que je suis dans Voyager, donc là c'est quoi, l'année dernière je pense, hein, été-automne, oui, il y a un an je pense, on a commencé à regarder la compagnie, elle était légèrement plus haute, on avait acheté un tout petit peu, ensuite commencé à racheter un peu plus bas, la compagnie est restée très longtemps dans le rouge, donc on avait certains points d'entrée et la compagnie a chuté en dessous. La compagnie s'est reprise maintenant en amont avec le holding BTC et post-holding BTC. On a passé un long moment dans le rouge. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on est dans le rouge au niveau du prix que les fondamentaux et que le business model n'a pas changé. On se dit non, si le business model va fonctionner, on va renforcer notre position. Parce qu'on connaît les fondamentaux de la compagnie et psychologiquement, on était prêt et on a déterminé notre profil. Peu importe ce que la compagnie fait, on est dedans. Voilà pourquoi on est toujours dans Canaan. Parce que le business model de Canaan n'a pas changé. Ouais, il y a 3 top vendeurs de ASIC et Canaan en fait partie. Et ça n'a pas changé. On aura toujours besoin des ASIC. Là, c'est un problème géopolitique. Et donc là, on est prêt à endurer cela et notre risk management est prêt pour ça. En gros, si Canaan tombe à 0, ça ne va pas affecter la performance du portefeuille que l'on a. OK? Et en gros, dernier point, c'est profiter du next business cycle. Donc là, une fois qu'on sort du bear market, on est reparti dans un nouveau bull market. Et donc là, tout aura le vent en poupe. Mais vu que nous, on a acheté le plus bas possible, on va maximiser les gains. C'est là qu'on a les plus 500, les plus 400, les plus 1000. On a fait la première vidéo par rapport à cela où on a montré les performances de Amazon, de Netflix et de Nvidia qui étaient les meilleurs performeurs entre 2009 et 2019 au moment où on a fait cette vidéo-là. Et c'est comme ça que l'on gagne. Et ça, c'est cette vidéo ici qui est disponible sur le canal comme une rèche publique. Donc là, regardez là. Une vidéo qu'on a fait au 15 juin. Rappelez-vous, toujours horodater nos choses avant la sortie du rapport. Comme ça, on peut dire, ah bah tiens, voilà les performances, voilà à quel moment ça a été fait. Et on voit que telle compagnie ont réussi à ont généré des gains. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un processus qu'on répète tout le temps. Ok, donc c'est une discipline, c'est une hygiène. C'est l'hygiène de l'investisseur, cela. Donc, le processus, c'est génération d'idées. Original, donc on ne fait pas de copier-coller, on n'a volé ça à personne, c'est nous qui réfléchissons, on fait ça du matin au soir, enfin je fais ça du matin au soir, 24 sur 24, 7 sur 7. La thèse et l'opportunité, donc là, comprendre le business, qu'est-ce qui se passe, l'analyse fondamentale, technique, quantitative, qualitative, tout ce que vous voulez, on regarde tout ce qu'on peut regarder et on comprend réellement ce qui se passe avec cette compagnie, comment est-ce qu'elle peut générer de l'argent et pour où est-ce qu'on doit s'y exposer, la plage de choix qu'elle a.
Et une fois qu'on détermine cela, donc là, elle rentre dans notre panier. Donc là, on en a vu quoi, on en a eu 11. Eh ben, on a le money management et risk management. Donc même si c'est négatif, eh ben, il doit y avoir des choses qui sont positives. Et si c'est longuement négatif, on va prévoir un capital pour réellement renverser la tendance, là, pour pouvoir se hedger. Et horizon de temps, vous avez vu, nous, on est là pour du long terme. Et ensuite, on a la publication du rapport est faite sous forme de service payant. Donc c'est ce que va acquérir le client final. Donc nous, Jesse Twim, on fait tout ça. Tout ça, c'est ce que nous on fait. Et le tout est mis sous forme de rapport. Et ensuite, eh ben, tiens, les clients peuvent venir l'acquérir. Comme ça, bah, c'est tout simple, c'est abordable. Et réellement, on explique ça dans un langage qui est super, super simple. Sectionné en différentes parties. Et là, maintenant, la personne peut venir prendre ce rapport et voir exactement bah, ce qui peut être fait. Maintenant, bah, quelques questions. Question numéro 1. Qui a accès à ce type de rapport? Bah, tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée ici. Et comme je dis bien, moi, j'aime pas les trucs compliqués. Les trucs compliqués, je me les garde pour moi. Mais lorsqu'on est en train d'expliquer la thèse, ça doit être fait simplement. On doit comprendre l'idée simplement. Donc là, en 2-3 phrases, je dis, bah, OK, c'est ça, la compagnie fait ça, 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 voilà ce qu'on voit. Et ensuite, maintenant, dans le rapport, on va dans les points bien plus spécifiques, on va en profondeur. Donc 2, que contient le rapport? Bah, description, on la verra au slide suivant. 3, quand seront publiés les rapports? Bah, là, c'est août 2020. 4. Donc là, chaque semaine du mois d'août, il y aura une partie vu qu'il y a 4 compagnies, ce sera une compagnie par semaine. Donc semaine 1, première compagnie, on va dire le Nasdaq Inc. Semaine 2, ICE. Semaine 3, SBI Holding. Semaine 4, GMO Internet. Ensuite, comment sera diffusé le rapport? Bah, sous format MP4, MP3, PDF. Et donc là, et un lien pour pouvoir regarder le streaming online à partir de nos pages privées. Et ça, c'est ce que recevront bah, toute personne qui est abonnée, donc qui a souscrit au rapport. Et où on peut se procurer le rapport? Bah, au www.jctum.com. Donc là, vous avez les liens, vous avez tout en description de cette vidéo. Combien coûte le rapport? Y a-t-il une formule? Bah, chaque rapport sur chaque unité, donc chaque idée que l'on génère est à moins de 55 euros, donc 54,95. Donc là, c'est ultra abordable. Et il y a des packs qui sont faits. En général, on fait un pack par trimestre, donc ça fait 4 packs par an. 4 rapports par an. Et donc, il y a un pack qui a été créé pour 175, moins de 175 euros. On peut avoir les 4 rapports par an. Donc là, si vous êtes sur la page, tout est bien décortiqué, il y a les différents liens qui sont là. Et c'est pourquoi est-ce qu'il faut se procurer ce rapport? Bah, comme on l'a vu, beaucoup de particuliers ne savent pas comment faire, ne savent pas générer des idées, ils sont là et c'est un comportement moutonnier, on suit et on est là et ce n'est pas la manière de faire. Bah, parce que c'est un complément idéal à vos analyses, donc là si vous analysez vous aussi, vous êtes en train de commencer et vous avez des informations, bah, ça c'est un plus, vous montrez le processus et pourquoi, comme vous l'avez bien vu, ce n'est pas du hasard. Générer ça, comment dirais-je, tout le temps, ce n'est pas du hasard. Et rappelez-vous, lorsqu'on est beaucoup plus petit, lorsqu'on est indépendant, comme on est une boutique indépendante, on n'a pas de conflit d'intérêt déjà numéro 1 et on a de pression à exercer sur personne, on ne pump rien, donc on ne fait la promotion de rien du tout. Nous, on est là et on est agile, flexible et rapide. On peut bouger et investir dans ce qu'on veut, la taille de ce que l'on veut et le particulier, c'est ça que le particulier a en plus. Et c'est vous qui contrôlez cela. Okay? Donc c'est très, très, très important. Donc, on disait, ben, ça ressemble à quoi? Ça, c'est le rapport infrastructure 2 centralisé que l'on a fait. Et vous voyez que chaque rapport, comme on dit, ben, c'est des slides de 45 à 50 slides où on décortique le tout. Donc, déjà, numéro 1, ben, déjà la présentation, quelle est la compagnie, la thèse, le business model de la compagnie. On doit connaître toutes les personnes du management de la compagnie, point par point, qui ils sont, parce que réellement, une compagnie, ça génère des profits. Et si son prix s'apprécie, c'est parce qu'il y a des profits qui sont générés et les investisseurs, ils aiment bien ça. Donc, il faut savoir quelles sont les personnes qui sont en train de piloter cela. Un exemple, si vous montez dans une voiture et qu'il y a un gamin de 4 ans, un enfant de 4 ans qui conduit, je ne pense pas que vous allez vous sentir à l'aise. Donc, vous allez dire, OK, je préfère avoir un taximan, quelqu'un que je vois qui est en âge de pouvoir conduire et qui a l'air sérieux au volant. Du moins, c'est sa responsabilité d'être sérieux et de vous amener d'un point A à un point B. Et une compagnie, c'est exactement la même chose. Elle doit vous amener d'un point A, lorsque la compagnie vaut, on va dire, 50 cents, et un point B, 10, 20, 30 plus tard, arriver à être un Amazon si elle peut le faire à 2000. Mais elle doit battre la compétition et c'est pour ça qu'il nous faut un bon management. Ce sont des bons pilotes qu'il nous faut ici. Donc en gros, bah, c'est ça. Donc c'est une écurie comme Hamilton en Formule 1. Il nous faut un bon pilote pour représenter cela. Ici, c'est ça pourquoi? Parce que nous, on va donner nos capitaux à ce management. En gros, c'est ça. On va être actionnaire de la compagnie et on veut voir les résultats. Comment dirais-je? On veut voir les résultats année après année, semestre après semestre. Mais rappelez-vous, c'est l'horizon de temps. Il faut laisser le temps. Rappelez-vous maintenant, si vous voyez Apple et si vous voyez Amazon, bon, je ne sais pas à quelle période vous êtes né, mais vous vous dites, ah bah tiens, si j'avais investi, ou si mes parents ils avaient investi, bah tiens, aujourd'hui, lorsqu'Amazon coûtait que quelques cents, ou même 10 dollars, ou même investir à Amazon lorsque ça valait 100 dollars. Nous, on a fait un rapport où Amazon coûtait 700 dollars. Et ça aurait donné quoi aujourd'hui? Bah, vous voyez, en gros, bah, c'est ça. Ouais, si j'aurais investi dans le BTC lorsque ça valait 80 dollars, lorsque j'aurais investi dans le BTC lorsque ça valait 500, ou 1000 dollars, ou 2000 dollars, ou lorsqu'il a chute à 3000 dollars, bah tiens, je serais où aujourd'hui? Bah, en gros, bah, c'est ça. Oui. Rappelez-vous, lorsque vous êtes en train de faire du trading, achat-vente, achat-vente, achat-vente en tant que particulier, vous êtes en train d'enrichir l'exchange.
Et vous, à la fin, oui, vous pouvez avoir fait des plus-values, mais en décomptant tout cela, vous avez donné beaucoup d'argent comme on dirait à l'exchange, en termes de commissions, intérêts, tout cela. En plus, si vous opérez avec des produits à effet de levier, etc. Et donc là, on l'a vu, on a démontré cela aussi dans un de nos rapports précédents. Donc là, regardez dans la bibliothèque que l'on a qui est disponible ici sur le canal public. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites et qui sont démontrées. Maintenant, rappelez-vous, vous devez savoir qui vous êtes. Vous voulez jouer au trader spéculateur ou vous êtes un investisseur à long terme. Nous, ici, la vision et les clés, c'est long terme minimum 5 ans. Si les choses changent, parce que ça se détériore, parce que si, parce que ça, eh ben, on va petit à petit commencer à réduire notre exposition à tel ou tel actif et on est out et il va être remplacé par un autre. Ou du moins, on a des stratégies de hedging pour limiter la casse. C'est ça, c'est de la gestion de portefeuille que l'on fait. Ouais, et ça, c'est quelque chose de sérieux et on est là sérieusement en train de suivre cela. Donc là, je parlais du management, très important de le connaître. Et ensuite, quels sont les points clés? Qu'est-ce que cette compagnie a généré pour réellement renforcer cela? Ensuite, on a tout l'aspect financier qu'il faut connaître, décortiquer, et vous voyez qu'on n'a que 2 graphes, parce que ce n'est pas le technique qui est le plus important. Technique, c'est juste stratégiquement dire, ouais, tiens, on veut voir ça, 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 s'il y a tel patron, si on arrive à tel niveau, voilà où nous on veut intervenir, c'est acheter bas et profiter du potentiel haussier, et ce sur X temps. Et ensuite, on a une matrice de risque pour dire, bah, tiens, si je suis à tel point, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, ça, ça. Comme vous voyez, le rouge est prévu, mais même s'il y a du rouge, ça ne doit pas nous handicaper, ça ne doit pas handicaper les performances du fonds. Et même si tout le fonds aurait été négatif, eh ben, on se donne du temps par rapport à cela. C'est lorsque le fonds est réellement négatif qu'on doit mettre sur pied des stratégies de hedging. Et le hedging va nous permettre tout justement comment dirais-je, de faire contrepoids. Un exemple pour qu'on comprenne ce principe. Imaginez-vous qu'on a 1000 dollars ou 1000 euros, on va dire 1000 euros. OK? C'est pas bon d'être all-in dans ces 1000 euros. Imaginez-vous qu'avec tous les différents points d'entrée, on a réussi à mettre 75% du fonds dans les actifs et on garde 25% sur le côté. Donc, ça veut dire quoi? Ici. Donc là, ça veut dire exactement sur 1000 euros, c'est-à-dire que j'ai 750 qui sont investis, on va dire, dans 10 compagnies. Donc là, on va dire à raison de 75 euros par compagnie. Et j'ai ici 250 euros qui me restent sur le côté pour du hedging. Imaginez-vous que mon exposition de 750 euros, il y a une chute du marché. Donc le marché a fait ça, catapoum, ça a chuté de moins 50%. Donc là, de mes 1000 au total, rappelez-vous, j'ai de l'argent en cash, mais c'est l'argent qui est exposé dans lequel moi je perds. Laissons de côté l'inflation et tout ça de côté. Donc là, on va faire simple au niveau des chiffres. 750 divisé par 2, c'est-à-dire que là, maintenant, mon exposition, mon portefeuille a une valeur de 375 euros. Donc ça a chuté. Maintenant, 375 plus 250, ça me fait ce qui me reste dans mon portefeuille. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire avec les 250 que j'ai en cash? Tenter de mettre sur pied une stratégie qui va me permettre de faire contrepoids. Que cette chute de 375 euros, que je la limite. Ouais. Et donc là, c'est là maintenant où je peux prendre, utiliser différents produits. Donc des produits inversés, donc des produits qui font office de short, acheter des indices, des ETF de volatilité et toutes sortes de produits, des monnaies, etc. Rappelez-vous, comme je vous l'ai bien dit, que j'ai une exposition en compagnie canadienne ou en compagnie qui est basée à Hong Kong ou compagnie qui est basée je ne sais où. Me hedger par rapport à ces monnaies-là. Vu qu'à chaque fois que j'achète ça dans ces exchanges, il y a des conversions qui sont, donc je perds aussi à ce niveau-là. Donc là, avoir des stratégies qui vont permettre de me hedger. On a dit, tiens, les data centers, il faut les refroidir. Tiens, il faut les alimenter en énergie, il faut ci, il faut ça. Commencer à avoir des choses que je vais pouvoir shorter ou tout simplement acheter, mais qui sont en corrélation inversée. Donc pendant qu'on va dire un exemple, si je suis haussier, par exemple, on va prendre une des compagnies que l'on avait sur Northern Data, je l'ai acheté en euros. Cette compagnie est allemande, elle est basée à Francfort, donc c'est en euros. Donc j'échange mon euro contre Northern Data. Donc en gros, si c'est ce qu'on fait au niveau du stock market, on devrait voir quoi? Si on compare la compagnie pendant qu'elle est en hausse, l'euro, lui, devrait aller dans l'autre direction. Donc là, il y a une corrélation négative. Donc je vais dire, tiens, si maintenant cette compagnie chute, c'est qu'on est en train de liquider l'action et on achète de l'euro. Donc moi, je peux acheter le FXE. Donc je programme, je dis, tiens, je regarde. Lorsque je vois qu'il y a un patron de demi-tour et que tous les marchés maintenant sont sur le point de chuter, donc on va dire le DAX par exemple, qui est l'indice allemand, ou le stock 600 pour l'indice européen, ou tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème tech ou quoi que ce soit, je m'attends à ce qu'il y ait une chute, et là maintenant je peux prendre le FXE, j'achète cela, donc là l'euro va être en forte demande, il devrait monter. Okay, donc là il y a encore pas mal d'autres choses que je peux regarder par rapport à ça pour m'indiquer cela, et vu que je suis exposé tech, je vais prendre la volatilité tech mondiale, donc Nasdaq, ou la mondiale, et c'est aussi par exemple acheter un inversé par rapport à cela, ou shorter cela par exemple. D'où mon portefeuille LS, donc long short. Donc le short, c'est juste un outil qui va me permettre de réduire la volatilité de mon portefeuille. Parce que moi, c'est une vision à long terme, c'est protéger mes plus-values. Donc, avec que tout a un sens et on a des outils pour tout cela. Okay, donc là, voilà, avec de manière simple, ça peut être fait. Donc maintenant, un résumé, comme on le voit, la thèse doit être là. Pourquoi on va investir de là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on va dire, c'est ce côté macro. Oui, parce qu'on voit que le monde va dans telle direction, on va utiliser ça. Blockchain, Bitcoin, OK. Ensuite, le développement, tiens, cette compagnie
elle peut apporter un plus et ça peut être un acteur de choix dans ce nouveau monde. Ok, maintenant regardons le bottom-up de cette compagnie. Elle vaut quoi? Elle fait quoi? Son business, etc., etc. Elle est en compétition contre qui? Ah ok, elle va faire ça, elle a fait telle acquisition, elle a une place de choix. Elle peut prendre X% de cette part de marché dans ce nouveau monde. Ok, c'est un bon prospect. La performance, comme j'ai bien dit, là c'est un résumé des fondamentaux, ben, il faut savoir interpréter tout cela. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait que ça c'est mieux qu'une autre compagnie par exemple qui serait un compétiteur? Et donc là comprendre ce qui se passe, comment cette compagnie fait du business. Maintenant on voit que tout est en dessus-dessous vu tout ce qui est en train de se passer, mais on peut remonter par le passé, voir comment était cette compagnie, comment est-ce qu'elle est arrivée on va dire à la phase de pandémie et comment est-ce qu'elle peut s'en sortir de cela. Donc là il faut comprendre le business de cette compagnie. Est-ce que c'est quelque chose de momentané ou c'est quelque chose qui va être, on va dire, ça y est c'est fait, la compagnie qu'elle repose en paix, c'est fini, sera plus là. Donc tout ça, on doit l'évaluer. Et ensuite, on passe au niveau technique. Bah, tiens, nous, vu son prix, vu qu'il faut quand même savoir à combien elle cotise, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut rentrer dedans? Qu'est-ce qu'on voit? Et sur base de cela, lorsqu'on a défini différents points d'entrée, on a une matrice de risque. On dit, bah, tiens, si j'ai ça, si j'ai tel point, je peux risquer autant. Et vous voyez que mettre des injections, X montant d'argent, et au total, voilà, je veux placer autant. Ça fait combien? Et me dire, bah, tiens, ici, il y a une chute de moins 10%, de moins 25%, de moins 50%, de moins 90%. Est-ce que je suis prêt à toujours me maintenir dedans et aller de l'avant et me maintenir dedans et avoir la force de renforcer? Pourquoi? Parce que je connais les fondamentaux de la compagnie. Est-ce que ça a changé? Non. Un exemple tout simple, dans un de nos rapports, c'est le rapport 2, Cashless Society East-West, on avait American Express. Ça, c'est American Express comme vous voyez ici au 1er juin 2019, donc avant qu'on fasse le rapport. American Express était super haut, c'était aux 121 $. Et dans le rapport, vous voyez clairement qu'on avait déjà déterminé différents points d'entrée. On voyait qu'il allait y avoir une chute. Et on se dit, bah, tiens, si American Express peut atteindre le niveau des 70 $ plus ou moins, ce serait ultra intéressant pour nous de l'avoir là. Et voilà, on avait nos points d'achat. Acheter à 100, acheter à 90, acheter à 80, acheter à 70 et acheter à 60. Ça, ce que vous voyez là, c'est au 21 juillet. Avec la méga chute du coronavirus, American Express a atteint 70. Donc on voyait clairement, nous, on avait déjà prévu cela. On savait déjà ce qu'on allait faire à tel moment, réévaluer les fondamentaux. Et vous voyez qu'on a revu que, historiquement, American Express, lorsque ça chute, ça se reprend. Ça chute, ça se reprend. Donc où est le meilleur moment d'acheter American Express? Avec la tendance clairement était haussière, bah, c'est ici. En achetant là, on maximise les plus-values. En achetant là, on maximise les plus-values. Et comme on vous l'a dit, lorsqu'il y a des retracements, bah, nous, on doit avoir des stratégies de hedging pour pourquoi pas shorter American Express ou se couvrir par rapport à cela. On peut prendre le XLK ou le short XLK qui est l'inversé du secteur financier ou Crédit Service qui est, comment dirais-je, son industrie. Profiter de cela, arriver plus bas et rentrer dans la compagnie. Ouais, et maintenant, bah, là, depuis les bas, vous voyez que là, ici, je rappelle bien les dates, 1er juin 2019, on s'attendait déjà, on dit tiens, un point optimal, ce serait les 70 $ pour American Express. Donc là, rappelez-vous, c'est horodaté, c'est pas ici qu'on est en train d'en parler. Les rapports sont là et tout notre blabla dans la vidéo pour expliquer tout cela. American Express a atteint ce niveau et par rapport à ce niveau, lorsqu'on a déjà pu avoir ce point d'achat le plus bas, rappelez-vous les autres points d'achat aussi se sont récupérés, mais le point d'achat qui a le plus de potentiel, bah, c'est celui qui a été fait à 70 $ et maintenant ça a déjà pris 40%. Maintenant, lorsqu'on a un portefeuille avec 4, 5, 6 compagnies desquelles on a pu tirer avantage comme cela, on est dans le vert. Vous voyez qu'on avait encore prévu un autre point d'entrée, 60, bah, ça n'a pas atteint ce point-là. Donc c'est ça, il faut faire une moyenne maintenant par rapport à cela. Si j'ai acheté à 100, bah, le point à 100, on est à 97. On est à 97. Maintenant, bah, tiens, on est à 94. On est qu'à 6 $ de ce point. Donc, ce point-là, je suis à moins quelque chose. Ok, on va dire que je suis en flat. Le point là à 90, et bah tiens, je suis en train de gagner un peu. Le point à 80, on est en train de gagner un peu. Le point 70, c'est celui qui gagne le plus. Et là, il y a un potentiel de revenir à 130. Si on remonte et qu'on réatteint les 130, ouais, comme c'est le cas ici avec American Express, c'est toujours récupéré. Et ensuite, à générer un nouveau haut, chuter, se récupérer, générer un nouveau haut, chuter, se récupérer, générer un nouveau haut. Tous mes points d'entrée seront positifs lorsqu'on va arriver à 130. Et bien évidemment, les 70, ce sera le point d'entrée qui aura cartonné le plus. Et les points, et une fois qu'on dépasse ce niveau, qu'on génère des nouveaux hauts, comme on l'a bien dit, un nouveau business cycle, là, on est tous nos points d'entrée sont super hauts. Donc, ce serait passé de sous-évaluation et réévoluer ici en surévaluation. Et vous avez vu que ça a toujours été le cas pour American Express, à moins que la compagnie ne disparaisse. Mais on a bien évalué, on a évalué les risques, même si c'est le cas que la compagnie tombe à 0. Nous, ici, là, ça ne nous empêchera pas d'être dedans vu qu'on est bien hedgé et on est bien diversifié. Donc ça, ce n'est pas un hasard, ça se répète, on répète ça, on le fait tout le temps. Donc ça, c'est l'hygiène de l'investisseur et donc là, je le répète encore une fois, bah, ce n'est pas du hasard. Okay. Donc là, le pipeline du deuxième semestre 2020, donc là, on va publier la partie numéro 3. Donc ça va commencer à partir de la première semaine du mois d'août. Donc c'est chaque week-end qu'on fait ça vu que les marchés sont fermés. Donc là, samedi ou dimanche, entre la nuit de dimanche à lundi, c'est ce que l'on fait, on publie les rapports. Donc là, infrastructure centralisée Bitcoin,
From USA to Japan et publication août 2020. Donc là, pour nous retrouver et avoir accès à cela, vous allez avoir les liens en description de vidéo, c'est www.jctube.com/solution. Et pour nous écrire, si vous avez pas mal de questions ou quoi que ce soit, vous avez besoin de plus d'informations, business@jctube.com. Et sur le site internet, il y a notre numéro de téléphone et on y répond du lundi au vendredi. Et lorsque c'est francophone, ça repasse directement à moi. Même lorsque c'est anglophone, tiens, on me renvoie les appels directement ici. Donc là, vous tomberez sur moi. Donc voilà, donc là, rappelez-vous, c'est en heure de bureau. Et si on ne répond pas, on tentera de revenir vers vous le plus rapidement possible. Donc là, si on ne répond pas, renvoyez un email. Et là, on reviendra vers vous et on pourra, on va dire, mettre sur pied, on va dire, un appel de courtoisie. Hein, donc là, pas au-delà des 15 minutes, vu le temps, et répondre à vos questions sur mail. Via mail, c'est mieux parce qu'on a le temps de répondre sans aucun problème. Ça vous arrivera tout le temps. Donc voilà. Vous savez ce qu'il y a à faire, la balle est dans votre camp, vous savez où nous trouver. Tous ceux qui sont en JCTube, voilà, on est là et on continue à faire ça trimestre après trimestre, jour après jour. Donc là, on a toutes nos émissions. Elles sont là, donc les blocs news. Enfin, venez visiter le www.jctube.com et regardez ce qui est là. Il y a beaucoup de choses et on va pouvoir vous aider. Et rappelez-vous, c'est ouvert à tous et c'est adapté et accessible à toutes les bourses. Donc voilà, un grand merci à tous. Bon visionnage, maintenez-vous ultra focus et à la prochaine. Bye bye.